Mesdames et messieurs, bonjour. Après cette délicieuse soirée et après-midi sur Barcelone, on se retrouve donc ce matin pour 2 tables rondes. La première sur l'évolution démographique et le développement des flux migratoires. Vous allez voir qu'on va élargir notre regard plus loin sur la Méditerranée. Et puis la deuxième sur la notion de réseau et comment est-ce qu'on peut mieux travailler d'un pays à l'autre. Et ça s'enchaînera parfaitement avec justement ces problématiques d'évolution démographique de flux migratoires sur la Méditerranée pour faire de cette Méditerranée une chance et un atout. Voilà, le programme de la matinée. Dans ce moment, vous le savez, les accompagnateurs sont à la masterclass de cuisine et c'est eux qui nous confectionnent le repas de ce déjeuner. Voilà. Comment ça, vous avez bien déjeuné ce matin, tant mieux. Non, non, non. Ça va être très très bon. Je vais vous demander bien sûr de veiller à ce que vos portables soient mis sur la position silencieux les uns et les autres, de façon à ce que ça soit plus agréable pour nos intervenants sur cette scène. Alors, l'évolution démographique, le développement des flux migratoires, le visage de la Méditerranée en 2050, que va devenir cette Méditerranée en 2050? Que va-t-on en faire? Quels sont les éléments qui s'imposent à nous et quels sont ceux sur lesquels nous allons pouvoir agir? C'est ce sur quoi nous allons essayer de réfléchir ce matin, en ce début de matinée. De la même manière qu'hier, nous attendrons la fin de matinée pour pouvoir recevoir l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et à mettre de côté vos questions au fur et à mesure de cette discussion qui va nous conduire doucement vers le déjeuner. Donc, je vais vous présenter d'abord les intervenants qui sont avec moi ce matin pour discuter ensemble de ce visage de la Méditerranée en 2050. Youssef Kourbej, bonjour. Vous êtes démographe, spécialiste du monde arabe. Vous travaillez plus particulièrement sur un domaine de recherche qui est l'évaluation des perspectives démographiques pour la rive sud de la Méditerranée. Manal Nader, vous êtes fondateur et directeur de l'Institut de l'environnement à l'université de Balamand au Liban. Fernando Novolins, vous êtes donc président de l'association culturelle hispano-algérienne Miguel de Cervantes et vous êtes expert en gestion et géostratégie de l'eau. Et Danilo Fagioni, vous êtes professeur d'université, vous vivez et vous travaillez à Abidjan et vous êtes donc fondateur et président de l'association Entreprendre en Méditerranée. Vous avez longtemps été délégué de la CCI italienne à Montpellier et représentant du consulat. Alors, voyons, sur le territoire de la métropole, de la métropole française, on a beaucoup parlé hier en deuxième partie de journée de l'augmentation de la population dans les régions, en particulier de la Méditerranée à l'horizon 2050, et plus fortement encore dans l'ouest et le sud donc, de la France, avec une importance qui est légèrement pondérée par l'arrivée en fin de vie de la génération du baby-boom, mais dans tous les cas, qui est renforcée aussi par les migrations qui vont persister. Ça, c'était le cas de la France. Aujourd'hui, nous allons essayer d'élargir un petit peu notre regard, et c'est pourquoi je souhaiterais, pour débuter cette matinée, que l'on puisse poser un petit peu le contexte dans la suite des discussions que nous avons eues hier, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la démographie et les explosions des migrations. Pour chacun d'entre vous, nous dresser en quelques mots un petit panorama des problématiques littorales qui peuvent se poser dans chacun de vos pays. Alors, pour l'Italie, Danilo Fagioni. Buongiorno, ou bonjour. Je vais parler italien, pas de problème. Bien sûr, je ne suis pas un technicien de côte, c'est évident. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais pas ça. Mais, quand même, je connais. Vous connaissez l'Italie. C'est un pays quand même magnifique, plein de côtes, fragile. Un exemple, Venise, Venezia. Voilà. Quand on parle de l'Italie, on ne va pas en profondeur, ça suffit de parler des problèmes de Venise, tout le monde connaît les problèmes de Venise, et on a essayé en Italie de résoudre ce problème pour l'acqua alta, c'est-à-dire l'inondation qui vient vers la Venise,
qui est naturel, mais ça peut être aussi un grand danger, surtout s'il y a des vents, le Scirocco Labora, notre vent, qui souffle et qui empêche l'eau de revenir arrière. On a eu ça, je crois, en 1966, l'inondation de Venise, et c'est pour ça qu'à partir de 1966, l'Italie a commencé à parler de Venise comme priorité nationale. On a réfléchi, on a étudié, on a voté au Parlement, et on a essayé de résoudre le problème avec un projet qui s'appelle Moïse. Ça fait beau. Hein? Moïse, la Bible biblique, hein? Quindi la division de la mer Rouge, c'est un projet qui doit empêcher à l'eau, à un certain niveau, à plus de 100 cm, d'arriver à Venise et de la détruire. Elle est fragile. Parce que le problème de Venise, ce n'est pas seulement l'eau, les marées, c'est aussi l'abassement du sol. C'est-à-dire qu'on a perdu environ 10 cm dans l'année, mais aussi c'est tous les bateaux de croisière, tous les vagues qui arrivent sur la ville, hein, et qui, bien sûr, ils mangent la ville. Une ville fragile et magnifique. C'est quoi les Moïse? On a eu des problèmes. Hein. Les Moïse n'est pas encore opérationnel, mais les Moïse, c'est un projet assez intéressant. Ce sont des gros vannes, on dit ça en français, et qui, quand de l'eau arrive à un certain niveau, automatiquement, les vannes qui sont comme sur l'eau, ils vont lentement bouger jusqu'à créer un vrai barrage, hein, qui empêche à l'eau de passer et arriver à Venise. On a créé un petit Moïse à côté du Lido, festival de cinéma. Ça marche bien. Les grands Moïse, pour le moment, est bloqué parce qu'il y a eu des petits problèmes. Mais on pense que 2022, Moïse sera opérationnel. Voilà, je voulais parler de Venise, vous parler de l'Italie, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Tout le monde, vous connaissez Venise. Merci. Fernando Novolins. Bon, merci, bonjour. La première des choses, je vais donner des explications concernant la situation en Espagne. Et aussi, bon, je remercie à Cobati l'invitation pour être ici dans ce moment-là. Bon, en Espagne, comme vous savez bien, c'est un pays qui est en train d'accueillir des migrants. On a les cas du Maroc, de l'Algérie, que c'est un pays où j'ai habité pendant plusieurs années, et de la Tunisie. Donc, la situation, surtout à l'Algérie, c'est un pays, on va dire, riche en ressources naturelles, mais il y a une grande partie de la population qui ne travaille pas. Donc, la problématique de l'Algérie, il y a beaucoup de personnes qui vont quitter l'Algérie, beaucoup de personnes qui viennent à l'Espagne. On peut parler après, on peut discuter sur ça. Et le problème principal de l'Espagne, c'est que la loi, la législation n'est pas tellement bien pour accueillir, pour donner d'hébergement, de travail à tous ces types, toutes les personnes qui viennent, soit de l'Algérie, soit du Maroc. Je crois qu'on doit nous focaliser dans l'opportunité de créer des postes de travail, d'avoir l'intégration entre des types différents de migrants. Manal Nader, alors, parlons du Liban, qui est une côte qui connaît des problématiques un petit peu similaires en termes de littoral que celles que nous avons pu évoquer hier. Bonjour à tout le monde et merci de nous avoir ici. Oui, nos défis sont, je pense, un peu plus sérieux que vous avez dit hier. On trouve que la côte libanaise, par exemple, elle fait 300 km. Ah, d'accord. On voit en même temps. Vous voyez, c'est-à-dire le problème qu'on a, c'est un problème d'artificialisation. Je ne sais pas comment on dit ça en français, artificialisation. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a eu 15 ans de guerre. Alors, je pense que tout le monde connaît le Liban. De guerre, une vraie guerre. Et après qu'on a eu la paix, entre guillemets, c'est devenu une guerre politique. Et les problèmes qu'on a eu, le développement chaotique de la zone côtière chez nous, était renforcé par une corruption au niveau du gouvernement, où on n'arrive plus à arrêter, si vous voulez, les remblais en mer. Et ce que vous voyez ici, ce sont deux exemples. Nous, à l'Institut, on a fait une comparaison entre la côte libanaise de 1962 et celle de 2010 pour
un peu regarder ce qui s'est arrivé à la côte. Alors, ce qu'on a trouvé, si on peut passer à la seconde diapositive. Bien sûr. Après ça, alors ce que vous voyez ici, c'est Jounier et Beyrouth, par exemple. Et je ne vois pas les chiffres, je ne l'ai pas dans la tête vraiment. Mais vous voyez, par exemple, à Beyrouth, que de ce côté ici, vous avez à peu près 2 millions de mètres carrés, je pense, sur une côte de 27 kilomètres. Tandis que si on veut voir ce qui arrive sur tout le Liban, c'est-à-dire Oui, la suivante. la suivante, ça c'est la côte libanaise. Et sur toute la côte libanaise de 300 kilomètres en 1962, avec tous les remblais où on a eu plus que de 8 300 000 mètres carrés de remblais en mer, la côte est devenue de 370 km. Alors on a augmenté de plus que 71 km de côte. Avec du remblai. Avec des remblais. Et ça, ce n'est pas seulement un problème de mer, c'est aussi un problème de terre. Parce que pour avoir des remblais, on doit détruire des montagnes, on doit détruire d'autres écosystèmes qui sont des écosystèmes sur Terre. Et tout ça, ça n'a rien à faire avec l'explosion démographique ou la migration. C'est seulement une certaine façon de corruption qui existe. La guerre, on a fait beaucoup de remblais pendant la guerre. Et puis, ça a continué avec des grands réseaux balnéaires d'une façon que les réseaux balnéaires qui ont été faits d'une façon de 1970, disons. Ce sont les réseaux balnéaires classiques. Et ça, ici, on trouve que, pour nous, les gens qui travaillent la mer, on trouve que les ingénieurs, je m'excuse à tout le monde, je sais que ça va être la guerre là, mais ce sont les ingénieurs qui ont fait les plans, ce sont les ingénieurs qui ont donné les conseils, et aussi avec un gouvernement qui est quasi absent, on trouve qu'on aura beaucoup de problèmes, et déjà on a les problèmes, parce que la côte libanaise, elle fait à peu près 80% une côte rocheuse et 20% de galets et de sable. Alors, ce que vous voyez comme remblai en mer, c'est fait sur les 80%, parce que la loi libanaise dicte que les remblais ne peuvent pas être faits sur des côtes sableuses ou sur des côtes de galets, tandis que l'érosion que vous voyez sur les 20%, c'est-à-dire sur à peu près 60 km, vous voyez une érosion de plus que de 2,5 millions de mètres carrés. Et l'énergie continue, on sait qu'il y a augmentation du niveau de la mer. On a d'autres problèmes qui sont les poissons invasifs qu'on a discuté hier et qu'on discute aujourd'hui avec le canal de Suez, par exemple. Pas seulement le transport, les canaux de Suez, c'est pour le transport. Et l'année dernière, au lieu d'avoir une voie, ils ont ouvert un autostrade, disons, avec 2 voies, aller et retour pour le canal de Suez, qui aussi ajoute beaucoup de poissons et des organismes invasifs. Et maintenant, on a un gros problème au niveau de la pêche ou des ressources halieutiques, où beaucoup de poissons invasifs rentrent de la mer de la mer Rouge à cause de l'augmentation de température. Alors, ils passent en Méditerranée et ils occupent les habitats des poissons endogènes. Et de cette façon, on trouve que aussi les ressources halieutiques sont en train de souffrir. Et on n'a pas d'aménagement, pas du tout. On a commencé peut-être on va discuter un peu plus sur ce qu'on est en train de faire sur les poissons, sur les ressources halieutiques et aussi sur la zone côtière. Alors on a beaucoup de problèmes au Liban. Le problème, c'est qu'on n'a pas de migration au Liban. Et aujourd'hui, avec le problème des Syriens, ils sont toujours au Liban. Alors ils ne passent pas de chez nous, chez vous. Mais on a des problèmes avec eux de déchets, de pression sur leurs ressources et tout ce qui existe dans un pays qui est un peu dysfonctionnel, qui n'est pas fonctionnel complètement. Merci pour ce point, Manal Nader. Youssef Courbej, vous allez nous faire profiter de votre expertise sur la rive sud de la Méditerranée, avec donc notre thème ce matin concerne ces perspectives démographiques. Donc vous pouvez peut-être nous dresser un premier constat sur cette rive sud de la Méditerranée et les perspectives démographiques qui la concernent. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Et je voudrais donc, comme je vais parler de choses légèrement différentes de ce qui a précédé, je vais d'abord relativiser les concepts d'explosion démographique, de bombe démographique. Ce sont des abus de langage pour lesquels il faut savoir raison garder. On ne peut pas aujourd'hui se contenter de répéter ad nauseam des slogans qui ne font que semer le doute sur
la réalité démographique, et nous, les démographes, nous avons la préférence pour utiliser des chiffres bien objectifs, bien construits, plutôt que les slogans journalistiques. En plus, la démographie a le grand malheur de propager le racisme, et notamment le racisme entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Pour ne citer qu'un exemple, je citerai l'exemple de la grande journaliste italienne Oriana Fallaci, laquelle avait interviewé le Che Guevara et Fidel Castro, et qui avait déclaré que les Arabes se reproduisaient non pas comme des lapins, ce qui aurait été mignon, mais comme des rats. C'est vous dire un peu, c'était une journaliste de gauche, donc qui a été aux quatre horizons. Alors mon propos ici, c'est d'essayer de vous sensibiliser aux réalités démographiques de la rive sud de la Méditerranée. Quelles sont ses implications en termes de migration? Est-ce qu'il y a réel danger pour l'Europe ou pas? Voilà, merci. Alors, justement, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces explications. Peut-être déjà évoquer le fait que la Méditerranée est un réel patrimoine, que ce soit en termes d'histoire ou de culture. Fernando de Voliens, peut-être. Bon, comme vous savez, bon, la Méditerranée, le Mare Nostrum, elle est formée par 23 pays et à peu près 500 millions d'habitants aujourd'hui. Donc, on a une histoire très large, très commune. Il y avait des interchanges commerciaux et culturels dans les débuts des temps. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une opportunité pour mélanger, pour échanger des expériences, pour se connaître, pour avoir des liaisons et pour travailler ensemble. Je crois que toute l'histoire qu'on a derrière, ça nous permet de continuer en travaillant et faire des choses pour avoir une connaissance entre nous et travailler ensemble. Alors, Youssef Korbert, je vais revenir vers vous parce que vous dirigez une équipe de recherche donc, sur les migrations internationales et sur les minorités. Vous travaillez aussi sur les motifs et les modalités de la migration ainsi que les processus d'intégration. Mais là, je voudrais d'abord que vous nous parliez justement de cette démographie sur les rives sud. Alors, il y a une expression pour utiliser l'anglicisme, puisque c'est à la mode, on parle des hotspots, c'est-à-dire des zones en ébullition, des zones de forte pression, et de manière très schématique, on les met au sud de la Méditerranée, ce qui est faux. Les hotspots existent surtout en Afrique subsaharienne, ça posera peut-être des problèmes pour l'Europe, mais à mon avis, ils sont largement surestimés parce que les migrations africaines sont essentiellement interafricaines. Quand il y a une guerre civile au Congo, les gens vont dans le pays d'à côté. Quand il y a eu le génocide du Rwanda, les gens sont venus au Congo. Et très rares sont ceux qui ont émigré en Europe. Dans notre région, c'est-à-dire dans la région sur laquelle je travaille, moi je suis libanais, mais j'ai beaucoup travaillé au Maroc et par conséquent, je connais bien les différences entre le Maghreb et le Mashrek. Mais si on va du Maroc jusqu'à la Syrie, on remarque que les zones de hotspot en ébullition démographique deviennent de plus en plus rares, voire inexistantes. Je donnerai quelques petits exemples. Aujourd'hui, au Maroc, l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants que met une femme au monde, est de 2,2. On est à un petit chouïa près de la France où on met 2 enfants au monde. Quand vous prenez la Tunisie, c'est aussi bas. Bien sûr, il peut y avoir des hauts et des bas dans le monde arabe. Il y a par exemple l'Égypte qui, malgré sa super densité de population, le fait qu'il soit à plus de 100 millions d'habitants, continue à avoir une croissance démographique et une fécondité anormalement élevée.
Il y a aussi une autre zone de hotspot sur laquelle j'aimerais insister, c'est Israël et la Palestine. En Israël et en Palestine, à cause de la rivalité politique bien connue sur laquelle je ne vais pas revenir, il se fait qu'aujourd'hui, les fécondités à la fois des Juives israéliennes et des Palestiniennes est anormalement élevée, à telle enseigne qu'une Juive en Israël met aujourd'hui au monde 3,16 enfants par femme, c'est-à-dire 2 fois plus qu'une Européenne. Or, Israël est connu pour avoir un haut niveau culturel, un haut niveau d'urbanisation, un niveau de vie élevé pour sa population juive, tout facteur qui pourrait donc rendre la fécondité plus sage, plus normale. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez donc, et les Palestiniennes répliquent à cette forte fécondité par une fécondité également très élevée. Donc, il y a des régions, au Proche-Orient essentiellement, où il y a des guerres des berceaux, des rivalités démographiques qui font bouillir les chiffres de la démographie. Est-ce que ceci pourra entraîner des migrations vers l'Europe? C'est une autre question sur laquelle on reviendra, si vous voulez bien, plus tard. Un mot peut-être aussi, Youssef Courbet, je parlais justement de ce patrimoine et en termes d'histoire et de culture de la Méditerranée. Ah, c'est une histoire extrêmement intéressante. Vous savez que la France, qui est mon pays d'adoption, mon pays de culture et mon pays de citoyenneté aussi, a été révolutionnaire, pas uniquement parce qu'elle a fait la Révolution française en 1789, mais la France a inauguré la révolution démographique dans le monde. Au milieu du XVIIIe siècle déjà, les femmes de l'Île-de-France commençaient à maîtriser leur fécondité aux grandes dames, à la grande colère du clergé catholique qui les voyait pratiquer la contraception selon des méthodes assez primitives. Mais l'exemple de la France du milieu du XVIIIe siècle a déteint sur l'ensemble de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, l'Europe de l'Est, la Russie, et aussi a débordé, puisque le Maghreb et le Proche-Orient se sont mis à l'école de la réduction de la fécondité, de la transition démographique dès les années 60, ce qui fait qu'aujourd'hui, une Marocaine et une Française ont presque le même nombre d'enfants, ce qui est assez sidérant. Ça veut dire que culturellement, il y a eu une invasion, mais une invasion au bon sens du terme, de la France et de l'Europe vers le monde arabe, qui a eu des résultats extrêmement positifs en termes démographiques. L'histoire entre l'Europe et le monde arabe n'est pas uniquement conflictuelle. Il n'y a pas eu que la guerre d'Algérie, il n'y a pas eu que les mandats français au Liban et en Syrie, il y a eu aussi une histoire d'interaction féconde. Et j'aimerais beaucoup insister sur cet aspect, c'est que comme les Arabes ont eu beaucoup à apprendre des Européens, la réciproque devrait aussi être vraie. Merci. Manan Nader, une réaction sur cette histoire et ce partage de patrimoine méditerranéen? D'accord. Pour nous, bien sûr, c'est l'héritage phénicien. On peut commencer avec ça. Et on sait que toute la côte de l'Est de la Méditerranée, on trouve qu'il y a beaucoup d'histoires où on a vraiment navigué la Méditerranée, on a exporté les lettres, la commerce, la navigation en Méditerranée. Et on trouve aussi que ça a créé, si vous voulez, un certain mixage, un certain mixage, disons, entre les populations, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si on va au Liban, on trouve qu'il y a des communautés ou même des villages qui sont vraiment descendants des temps de cette interaction entre l'Europe et le Liban. On trouve qu'aussi, il y a les croisades qui ont passé chez nous. Alors, il y avait toujours, si vous voulez, cet échange d'humains, de culture, de savoir. Et on a fait aussi, si vous voulez, je peux vous montrer la dernière diapositive, si vous voulez.
On va la mettre. On a fait aussi... Voilà. Encore une, non, encore une. Voilà. Alors, on a fait aussi une étude sur les sites prioritaires au niveau de culturel et puis écologique. Et vous trouvez qu'il y a plus que 33 sites sur la côte libanaise, c'est-à-dire un site par 10 kilomètres, qui a une certaine valeur, soit écologique, soit culturelle, et plus culturelle, parce que l'écologie et la culture vont ensemble maintenant au Liban, et qu'ils doivent être préservés. Et toute cette culture ne vient pas seulement des Libanais, disons, ou des Phéniciens, ou des Arabes qui ont migré vers la côte libanaise, mais aussi de la grande interaction que vous pouvez voir dans tous les forts, dans tous les monastères, dans la langue qu'on pratique au Liban, c'est-à-dire tout le monde parle à peu près arabe et français. Ça a changé un petit peu, mais on a toujours le français dans le langage. On a l'anglais maintenant, bien sûr. On trouve ce mixage, et c'est à cause de la nature de la Méditerranée elle-même. Et étant à l'est, on doit passer à l'ouest, c'est-à-dire en mer. Et c'est ça ce qu'on a fait comme exportation de culture et intégration, si vous voulez, de beaucoup d'architecture, de beaucoup de bâtiments, de beaucoup de savoir-faire qui est aussi rentré vers l'est. On ne doit pas aussi oublier la Renaissance, qui a été faite par la migration de nos, si vous voulez, de nos côtés vers votre côté, si vous voulez. Alors justement, je voudrais revenir, parce qu'on n'aura pas l'occasion plus tard, en voyant vos diapositives, pour faire un lien avec hier et les échanges de pratiques, parce qu'on parle aussi de ça, sur la diapo précédente, parce que vous venez de nous montrer donc les sites que vous protégez aujourd'hui, culturels et écologiques, vous essayez de protéger. Et hier, on a montré quelques exemples de choses qui avaient été mises en place, de protection. On avait du mal, en particulier les élus parmi nous, à trouver des exemples ailleurs dans les échanges de pratiques. Alors, je voudrais juste, puisqu'on a été interpellé sur le fait est-ce qu'il se fait des choses ailleurs ou pas, que vous nous commentiez juste cette diapo, puis on revient à notre discussion. Alors, ce qu'on est en train d'essayer de faire aussi, c'est de faire retourner un peu de la richesse au niveau du domaine marin, parce que le récif continental au Liban est très étroit. Alors, ce qui arrive, c'est que, et comme on a dit hier, 95% des ressources marines se trouvent sur ces 5% des côtes qui sont les récifs continentaux. Alors, ce qu'on est en train de faire avec l'armée libanaise, par exemple, on a déployé un récif artificiel où on a utilisé des équipements. Et ça, c'était fait en 2012. Et l'année dernière, après 5 ans, on a fait une étude sur la colonisation de ce récif. Et on trouve qu'il y a un grand retour des espèces marines. On a trouvé plusieurs poissons. Ce qui était intéressant, c'est de trouver des poissons invasifs qui ont occupé le récif. Et ça, on voulait vraiment ne pas avoir ça. On voulait que les poissons indigènes, endogènes, soit sur ces récifs. Mais on trouve par exemple comme le poisson lion, qui a fait une grande expansion, le poisson gonflable, le pufferfish, qui est un grand problème, le fugu aussi, qui fait beaucoup de problèmes pour les pêcheurs. Alors, ce qu'on a fait aussi, si je peux prendre une petite parenthèse ici, on a développé le système de monitoring pour la pêche artisanale pour le gouvernement libanais avec la FAO. Et depuis 2014, pour la première fois après l'indépendance en 1943 ou 1946, ça dépend avec qui vous parlez. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en 2014, c'était la première fois que le Liban vraiment dépose des données basées sur de la science. Parce que pour 16 ans, on ne pêchait pas plus que 3500 tonnes. C'est-à-dire 3501 ou 3400, c'était toujours 3500 parce qu'on ne pouvait pas faire la science, on ne pouvait pas récupérer les données. Maintenant, le même système est en Égypte et on est en train de le faire rentrer pour l'Algérie aussi. Alors, on espère que ce système qui va être d'une façon pour gérer les ressources halieutiques, et aussi parce que la pêche artisanale, on sait que la Méditerranée, il y a beaucoup de pêche artisanale qui est plus que l'industrielle, et elle n'est pas bien recordée. Alors, pour pouvoir faire, si vous voulez, aussi un certain échange de savoir, on prend aussi ces systèmes pour les intégrer dans d'autres pays et pour faire, si vous voulez, une certaine gestion de toute la Méditerranée, parce que c'est un grand lac. À la fin, c'est un grand lac avec 2 portes, si vous voulez. Le canal de Suez, qu'on ne va jamais pouvoir le fermer, mais si on le ferme, ça sera bien. Mais il n'y a pas d'Égyptiens ici. Non, ok, c'est bon. Tandis qu'on a toujours Gibraltar, où on a l'interaction avec l'Atlantique.
Alors, comme vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, nous, comme Institut de l'environnement, c'est de pouvoir donner les données de base, parce que notre gouvernement ne fait pas des actions en disant qu'ils n'ont pas les données, ils ne peuvent pas faire des lois, ils ne peuvent pas vraiment gérer la côte. Et ça fonctionne à leur faveur, parce qu'ils peuvent faire tout sans précaution en disant qu'on n'a pas des données. Alors aussi, ce qu'on a fait, et je termine là, hier, personne n'a parlé du protocole pour la Méditerranée, le GISC, la gestion intégrée des zones côtières. Le Liban a signé ce protocole, on a fait de l'advocacy, de grande pression. On a signé en, je pense, 2016. On a fait l'ascension en 2014, pardon. On a fait l'ascension en 2017, et puis c'est enregistré à Barcelone avec la CBD. Alors notre institut aussi a développé la loi. C'est pas encore une loi, elle doit passer par le Parlement. Mais on a développé la loi pour le ministère de l'Environnement avec le ministère de l'Environnement, et on espère avec le Parlement qui vient d'être élu de pouvoir activer cette loi. Et ce n'est pas une loi cadre. Alors la législation est très importante. Aussi, ce qu'ils font au Liban, c'est qu'ils passent des lois cadres, ce qui veut dire qu'on ne peut pas les appliquer qu'à 10 ans d'après, parce que chaque loi cadre a besoin des décrets et je ne sais pas quoi, tous ces trucs. Alors, on trouve qu'on est en train de pousser le système, mais le momentum de corruption et de destruction de la côte libanaise est trop fort jusqu'à maintenant. On est en train vraiment de travailler pour réduire ce momentum, pour préserver un peu de ce qui reste et pour avoir cet échange. On travaille beaucoup avec l'Europe et avec la communauté européenne. La plupart de nos projets sont financés par la communauté européenne et espérons qu'on pourra vraiment faire un petit changement quelque part. Voilà, ça me semblait important pour compléter ce qu'on avait dit hier au sujet de ce qui pouvait se faire ailleurs en termes de protection des littoraux. Alors, on va en venir à la population et aux migrations. Madame Lanner, vous nous aviez dit tout à l'heure, donc, et vous pouvez peut-être nous le repréciser, quelles sont, vous, au Liban, les migrations qui existent ou n'existent pas, justement? Nous, on souffre plus de migration interne, pas de migration externe. C'est-à-dire, on a quelques pays, ils viennent chez nous, mais pas vraiment une migration. C'est des réfugiés plus. On a les réfugiés palestiniens, on a les réfugiés syriens, mais ce n'est pas une migration où ils peuvent avoir des nationalités. La loi libanaise interdit vraiment quelqu'un de prendre une nationalité. C'est très dur. Et c'est à cause de cette démographie et des pays qui sont autour de nous, les pays qui nous aiment, comme vous savez, comme la Syrie et l'Israël. Alors, oui, on a des relations très, très bien avec eux. Alors, ce qu'on trouve, c'est que la pression sur la côte, on a plus que 80% de la population libanaise qui habite sur la côte. Et ça, vraiment, ça a à faire avec aussi les programmes gouvernementaux. Ils ne font pas des développements dans les régions. Alors, ce qui se fait que les gens migrent vers la côte pour avoir du boulot, pour avoir du travail. Et comme ressources, bien sûr, on n'a pas beaucoup de ressources. On n'a pas de ressources naturelles. On n'est pas industrialisé. On fait des services. On a l'eau, mais on ne la gère pas très bien non plus. Alors, on n'a pas d'eau dans les maisons, etc. On la pollue. Et cette migration, aussi, on essaye de faire un petit revers avec des projets de développement dans les régions plus rurales. Parce que les gens, s'ils touchent de l'argent, s'ils vivent bien, personne ne veut quitter son village, personne ne veut quitter son terrain, personne ne veut... Et les Libanais en plus, parce qu'on est forcé à quitter d'une façon ou d'une autre. Alors on aime bien retourner à nos racines, on aime bien retourner à ce qu'on peut faire dans nos villages. Alors on a besoin, si vous voulez, c'est un problème de gestion au niveau du gouvernement, le plus qu'on a. Et ça, ça fait des conflits dans les villes. On trouve, il n'y a pas vraiment des bidonvilles encore, mais on trouve toujours qu'il y a une certaine pauvreté qui commençait à augmenter dans toutes les villes, comme Tripoli, Beyrouth, un peu Jounieh au sud, Assaïda, etc. Et ça a besoin d'une certaine résolution, si vous voulez, au niveau national. Bien sûr, si on a les problèmes de la Syrie et de l'Israël autour de nous, on trouve que c'est très difficile de penser à développer le pays quand on est toujours préoccupé avec ce qui arrive autour de nous. Et c'est ça, c'est un grand problème qu'on n'arrive pas à résoudre aujourd'hui.
Merci pour ce point. Alors, je me tourne vers tous les deux qui êtes au centre de cette table ronde parce que vous êtes tous les deux dans des pays qui reçoivent des fortes migrations. J'aimerais qu'on fasse un point et l'un et l'autre sur les problématiques qui peuvent se poser ou les questionnements, en tout cas, qui ont lieu dans vos pays au sujet de ces migrations importantes. C'est difficile de faire court, je crois. L'Italie, on sait tout, on est en train de recevoir une très forte migration, une migration qui vient des pays subsahariens. On connaît toute la tragédie de ces populations qui traversent le désert, arrivent en Libye. On a tous dans la tête les images des CNN avec l'esclavage de ces personnes qui deviennent des esclaves souvent, sont vendus dans les marchés, qui arrivent à passer la Méditerranée à fatigue. Il y a eu 5 000 morts cette année, en 3 ans, 5 000 morts, sûr. Ils arrivent en Sicile. Alors, c'est vrai qu'on a en tête le problème de l'immigration africaine et subsaharienne comme une quantité énorme. C'est vrai que l'impact sur l'Italie, c'est un impact quand même important parce qu'il arrive sur les côtes italiennes en Sicile, qui c'est déjà une région pas très riche, et on doit tout de suite donner une aide humanitaire, physique, matérielle à la population. Mais on parle de 160 000, moins de 200 000 personnes dans l'année. C'est-à-dire aussi à niveau européen, on est 600 millions, on parle de 200 000 personnes qui arrivent. Voilà, c'est pas cette immigration de masse de l'Afrique subsaharienne. Comme disait mon collègue tout à l'heure, dans les pays subsahariens, l'Afrique au sud du Maghreb, la migration est interne. Déjà, une immigration économique d'un pays à l'autre pour travailler, comme c'était chez nous en Europe, les Italiens, les Espagnols, les Polonais qui venaient en France, années 50, mais aussi une immigration due aux guerres civiles, aux guerres en Afrique. Si je peux parler un peu de l'Afrique subsaharienne, parce que j'habite à Montpellier, mais j'habite aussi à Abidjan, où je travaille, et je crois que je peux parler un peu de ça. Oui, allez-y, de la Côte d'Ivoire donc. Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est un exemple. On peut parler du Sénégal, on peut parler du Burkina, on peut parler d'autres pays aussi. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la plateforme économique de l'Afrique francophone dans ces régions, c'est vrai. C'est un pays, entre guillemets, riche. Quand on dit riche à niveau économique, on parle de la croissance économique. Bien sûr, il y a des disparités énormes que nous, on n'est pas habitués à voir en Europe. Cette disparité entre la classe moyenne à naissance et ces immigrés qui arrivent du Burkina, du Ghana, du Libéria, du Mali, du Nigeria, et qui sont la main-d'œuvre à bas coût et qui sont traités et vivent dans des bidonvilles à côté d'Abidjan, des bidonvilles d'1 million et plus d'habitants. Mais ces populations-là, ils n'ont pas envie de venir en Europe non plus. Ils ont envie de progresser dans leur pays, dans les pays où ils ont choisi la Côte d'Ivoire, mais ils n'imaginent pas de venir en Europe, sauf des petits cas. Hein? Alors, je vais répondre à une autre question, parce que souvent, on se pose la question en Europe, ça c'est la curiosité, comment ils font à trouver l'argent pour venir en Europe? Hein? Tout le monde se pose cette question. Ils sont pauvres, mais comment ils font à trouver les 4, 5 et 6 000 euros pour venir ici, pour traverser le désert, pour arriver en Libye et traverser. Si vous connaissez un peu la population africaine, ils vivent en famille, et une famille africaine est assez élargie. Je ne parle pas des tribus, pas des villages. Et quelquefois, des villages pauvres au nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, ils se cotisent. Ils payent, chacun paye quelque chose pour envoyer 2 ou 3 jeunes en Europe. Et vous comprenez aussi pourquoi ils sont désespérés, ils ont envie d'arriver en Europe. Ils ont la charge émotionnelle de l'honneur du village qui a payé, a cotisé les 5 ou 6 000 euros pour venir jusqu'à là. C'est pour ça qu'ils arrivent à traverser le désert. C'est pour ça qu'ils arrivent en Libye avec l'éventualité d'un esclavage, ils arrivent à traverser la mer, parce qu'ils ne peuvent pas revenir arrière. Voilà, si on commence à connaître un peu cette philosophie de vie, et maintenant on a la réponse comme ils font d'avoir l'argent pour venir ici. Ils ne sont pas riches les Africains qui viennent ici. Ils ne peuvent pas avoir 5 et 6 000 euros pour venir ici. Mais si vous pensez à la cotisation du village, l'espoir. Vous savez, très différent, bien sûr. Hein, très différent, c'était notre époque, notre poids. Mais la Sicile, les villages siciliens, vous savez,
quand ils envoyaient les jeunes en Amérique. C'est-à-dire, c'est pour ça, et pour revenir à l'immigration qui vient en Italie, ces Africains, ils arrivent dans la terre qui connaît l'immigration. Ils arrivent dans la Sicile, qui a donné des millions d'immigrés dans le monde, en Australie, en Argentine, en Amérique du Nord. C'est pour ça que nous, quand on voit arriver cette masse de personnes, quand même, on n'est pas content, bien sûr, quelquefois, on a de la vérité, mais on a la sensibilité de l'histoire. On a la mémoire historique. Et en plus, on a en face de nous de la jeunesse qui vient ici pour changer en mieux. Pour revenir à l'Afrique subsaharienne, pour venir au pays de la Côte d'Ivoire, bien sûr, ça peut être un jour ou l'autre une grande bombe. Ça peut exploser. Si les variables économiques et sociales ne vont pas dans la juste direction, un jour ou l'autre, elles vont arriver. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait un peu la comparaison avec la différence historique, culturelle, les années 50 en Europe, avec maintenant des pays comme la Côte d'Ivoire. Vous avez la montée de la classe moyenne qu'on n'a plus en Europe en plus. Vous la voyez physiquement naître. C'est-à-dire vous avez des hommes et des femmes qui sont nés dans les villages avec des parents paysans, qui sont nés dans des petits bidonvilles et qui arrivent, grâce à l'instruction et grâce aux aides européennes souvent, à monter à niveau social. Et ils commencent à acheter un appartement, à acheter la voiture, à faire 2-3 enfants et pas 5 ou 6. Il y a un changement culturel. Alors, quand on voit l'Afrique, on parle de l'Afrique, mais en réalité, c'est une mosaïque. Quand on parle de l'Europe, c'est une mosaïque, on parle de l'Afrique encore plus. C'est-à-dire, on a dans l'intérieur de chaque pays, on a des cultures tellement différentes, on a des façons d'être tellement différentes qu'on ne peut pas réfléchir à l'Afrique comme ça tout court. Je crois, et je m'arrête là parce que je pourrais parler beaucoup plus, je crois que quand on parle de l'immigration africaine subsaharienne, bien sûr, déjà on doit penser le nombre de 100 000 personnes dans l'année, on doit quand même réaliser ça, et être rationnel, justement. On doit aller au-delà du rationnel de l'Africain qui arrive à envahir la Sicile, après vers Aveyron, Rome, Naples, Paris et Londres. Ce sont 200 000 jeunes. Que souvent on les trouve sous les rochers à Ventimille, parce qu'on voit ça aussi, parce qu'ils ne peuvent pas venir en France. Ils sont là, abandonnés par les Italiens et par les Français. Merci. Fernando de Volens, comment on gère l'existant pour qu'il devienne attractif, accueillant? Qu'est-ce qu'on fait, de votre point de vue, de cette migration qui arrive, qui peut avoir des atouts, qui aussi pose des problématiques en termes de logement, ne serait-ce qu'en termes de logement, en termes de travail, voilà. Ok, bon. Je vais commencer pour donner quelques données globales. C'est bon, ça marche. Donc, l'année 2017, il y avait 258 millions de migrants dans tout le monde, c'est-à-dire 3,4% de la population. L'année 2017 aussi, il y avait 151 000 migrants qui sont traversés la Méditerranée jusqu'à les pays de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne. On connaît bien les raisons les plus principales, les plus importantes de la migration, qui sont la pauvreté. On doit savoir que à peu près la moitié de la population de l'Afrique, il touche moins d'1 euro par jour. Les taux de natalité, les changements climatiques, que c'est un truc qu'on vient de parler, c'est-à-dire avec l'augmentation de la température, si d'ici au 2050, et après on pourra parler de ça, il y aura une augmentation de température de 2 degrés, et il y aura une diminution de l'agriculture dans beaucoup de pays, donc principalement aussi de l'Afrique à cause du climat. Donc ça va donner un plus pour la migration, c'est-à-dire il y aura des pays même qu'avec 2-3 degrés, les niveaux de la mer, il y aura une augmentation de 1 mètre, 2 mètres, ça dépend de ce tout. Mais c'est le changement climatique qui sera une des raisons les plus importantes pour
pour la migration. Et finalement, malheureusement, les conflits, la guerre et tout ça. Donc, que les personnes sont obligées à quitter son pays, soit les pays proches de lui, soit un autre pays de l'Europe. Donc, et dans l'Afrique, à l'Algérie, c'est un pays qui a beaucoup de migrants qui vont traverser, qui viennent du sud de l'Afrique, qui vont traverser l'Algérie et qui viennent à l'Espagne, qui viennent à la France. Donc, ce sont des personnes beaucoup de personnes, ils sont des études, ils ont des maîtrises dans son travail et qui viennent à l'Europe pour se développer, pour avoir un avenir. Je crois que l'Europe, je crois que l'Espagne, on va dire, on doit profiter de l'expérience, on doit profiter de toutes les choses que les migrants ils viennent, parce que normalement ils viennent pour se développer, comme je vous ai dit, pour améliorer la qualité de vie pour eux, pour les familles et tout ça. Et je crois que c'est important de les intégrer dans la société, c'est important d'avoir des politiques d'intégration, mais pas des politiques, on va dire, nationales, je dis de l'Espagne, sinon des politiques d'intégration entre l'Espagne et des autres pays qui vont accueillir les migrants. Et aussi, il faut avoir des conventions, on va dire un networking, entre les pays qui vont accueillir l'immigration et les pays d'origine. Parce que normalement, l'immigration, c'est-à-dire, s'il y a des bonnes conditions pour les pays, pour se développer, personne ne va quitter le pays. Donc, il y aura quelqu'un professionnel, bien sûr, il va quitter le pays, mais normalement, il va rester là. Et je crois que c'est très important d'avoir la loi pour faire ça. On doit profiter pour ce type d'expérience qui va même augmenter les PIB du pays, qui va nous aider, parce que normalement, les migrants, ils viennent faire des travaux, on va dire, que sont... les migrants, on ne va pas nous quitter notre travail, il faut bien dire. Les migrants, ils vont faire des autres travaux avec ses capacités, il peut le faire. C'est-à-dire, pour moi, c'est un symbiosis, c'est une collaboration entre les personnes qui viennent de notre pays avec un héritage culturel, professionnel. Et je crois que c'est important et c'est à nous qui doit gérer ces situations, c'est à nous qui doit les accueillir. Et je voudrais dire juste quelque chose, on parle du travail que les immigrés vont prendre. Je crois qu'on parle des problèmes, le gros problème c'est qu'ils ne sont pas formés. C'est-à-dire, quand on pense à l'immigration africaine subsaharienne, on a en tête la classe moyenne qui venait ici il y a 20-30 ans, qui venait étudier à Paris, en France, et restait en France, le médecin, l'architecte. Maintenant, cette classe moyenne reste en Côte d'Ivoire, reste au Sénégal, ils viennent étudier en France, mais repart. Les 200 000 qui viennent chaque année, ils sont des Africains qui n'ont pas de formation. Ils n'ont pas de formation technique non plus. C'est-à-dire, on ne peut pas l'utiliser comme classe ouvrière ou comme femme de ménage ou comme d'autres choses. Excusez-moi si je dis des choses. Mais le problème est qu'on doit s'interroger en Europe, parce qu'ils sont là maintenant, on doit les former. On doit les former. C'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui. On a une immigration différente de l'immigration qu'on a eue à 10, 15 ans, 20 ans. Juste, j'en profite parce que votre association Entreprendre en Méditerranée vous permet de travailler et d'être en lien avec différentes entreprises des différents pays. Présentez-nous en quelques mots ce que... Alors, vous avez dit tout à l'heure que pendant 20 ans, j'ai dirigé la Chambre de commerce italienne à Montpellier. Et c'est une évolution, je crois, régulière, normale. On a vu qu'il y avait des choses à faire au-delà de l'Italie et de la France, parce que les entreprises commencent à nous demander aussi des contacts avec l'Espagne, avec le Maroc, avec la Turquie, avec le Liban. C'est pour ça qu'on a réfléchi, et avec la Chambre de commerce de notre ville à Montpellier, on a créé cette association
pour mettre en contact les entreprises de la Méditerranée. Bien sûr, je suis italien et je suis en France, je travaille plutôt avec l'Italie, c'est évident. Et les gens viennent vers moi, vers l'Italie pour le moment. Mais on commence à avoir des demandes pour le Maroc, pour la Turquie et pour l'Espagne. C'est-à-dire, nous, on travaille la recherche de partenariats. On fait un travail que la Chambre de commerce fait en général. On avait besoin d'un cadre juridique, on a fait cette association. Et c'est parce que c'est un peu en lien avec ce que ça. vous disiez, c'est-à-dire la nécessité de créer des passerelles et des partenariats aussi entre les différents pays pour pouvoir non seulement mettre les entreprises en contact, mais peut-être aussi une façon d'accueillir la main-d'œuvre. Oui, mais aussi au niveau de formation. Par exemple, en train de monter un projet avec le lycée hôtelier de Montpellier, le lycée de l'hôtellerie de la Sicile, et on va en Côte d'Ivoire, mais on peut trouver d'autres partenaires dans la Méditerranée, c'est-à-dire le travail et trouver des partenariats justement aussi au niveau de formation, au niveau des projets européens, parce qu'il y a beaucoup de projets européens méditerranéens qui souvent ne sont pas utilisés par les entreprises. C'est ça le problème. Je reviens vers vous, Youssef Courbège. Alors, on parle de ces migrations. Je voudrais votre regard là-dessus. On a eu là des points de vue de l'Italie et de l'Espagne qui sont quand même relativement, on va dire, positifs sur ce que pourrait apporter cette migration. On ne peut pas pour autant nier qu'aujourd'hui, en Europe, c'est plus vu comme un problème et une difficulté, pas seulement parce que cette population arrive, mais parce qu'on ne sait pas qu'en faire. Très bien. Alors, je vous ai dit que je préférais le discours des chiffres à celui des fantasmes et aux facilités journalistiques, je suis désolé. Et pour cela, je voudrais d'abord donner 2 ou 3 chiffres qui ne sont pas les miens. Ce sont ceux de la Banque mondiale, ceux des Nations unies, des organismes internationaux fort respectables. La population de l'Europe, elle va rester stationnaire, elle ne va pas bouger d'ici à 2050, puisque c'est l'horizon raisonnable qu'on s'est fixé, que vous nous avez fixé d'ailleurs. Dans les 30-32 prochaines années, la population de l'Union européenne va tourner autour de 500 millions d'habitants, grosso modo. Quand je prends le monde arabe, du Maroc jusqu'à la Syrie, je constate qu'il va croître. Il va croître de manière assez sensible de 100 millions d'habitants. Il y aura donc dans la rive sud de la Méditerranée 100 millions d'habitants de plus. Ces 100 millions d'habitants de plus qui sont, comme vous l'avez dit, en majorité concentrés sur la côte méditerranéenne, comme c'est malheureusement le cas de notre pays, le Liban, où on est en train de se marcher sur les pieds sur les plages de Beyrouth. Moi, je me souviens de la plage Saint-Simon et Saint-Michel et Côte d'Azur d'avant la guerre de 75, où on mangeait des oursins, où il faisait bon vivre, et qu'aujourd'hui, c'est devenu un cloaque urbain, notamment à cause de l'afflux des réfugiés internes libanais chassés par les Israéliens durant l'invasion de 1982, je pense. Et donc, pour revenir aux données macro-démographiques, voilà donc une rive sud de la Méditerranée qui va augmenter en population, alors que la rive nord va rester stationnaire. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? La population va vieillir, c'est évident. Ça, tout le monde le sait. Quoique je ne crois pas personnellement au phénomène du vieillissement. Aujourd'hui, quand vous voyez un Européen de 85 ans qui va gambader sur les pistes du Laos ou du Cambodge et que vous comparez à celui de son père qui, à 50 ans, faisait tout à fait vieux et décati, vous vous rendez compte que le concept de vieillissement est tout à fait artificiel. Mais bref, ils vont vieillir et surtout leur population active va régresser. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour que le produit intérieur brut, le revenu de ces Européens ne s'effondre pas?
Il y a une solution, c'est de faire bosser les femmes. Vous ne travaillez pas assez, mesdames, même dans des pays, même dans des pays comme la Norvège, l'Islande, qui sont tout à fait non seulement féministes, mais qui ont un biais anti-homme, on pourrait dire. Eh bien, vous allez bosser, on vous fera bosser. D'accord, on fera bosser les femmes, ça ne va pas suffire. Là, vous êtes retraité à 65 ans, mais c'est ridicule. Moi, j'ai 75 ans, regardez, je suis frais comme un gardon et je continue à travailler. Allez, au boulot. Et nos modèles macroéconomiques montrent que ça ne va pas suffire et qu'il faudra une migration de remplacement. Il faudrait faire appel à des migrants, notamment à des migrants originaires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, pour faire face à ces trous dans la population active européenne. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, dans la mesure où ce sont les meilleurs qui vont partir. Ce ne sont pas les paresseux, les cancres, les nuls qui émigrent. Ce sont des gens qui ont d'abord un background, une formation universitaire, une formation technique bien poussée, une expérience, et qui en redemandent. Donc c'est un atout pour l'Europe et un appauvrissement pour la rive sud de la Méditerranée. Parce que quand vous voyez chez les Libanais le nombre extraordinaire, heureusement qu'il reste encore des Libanais intelligents et travailleurs et bien formés au Liban, et que tous ne sont pas aux États-Unis, en France ou en Argentine. Donc, ceci est un avantage pour l'Europe. Mais même en faisant des simulations, j'ai trouvé qu'au maximum, toute l'Europe pourrait accueillir 2,5 millions d'émigrants dans les 25 prochaines années en provenance des pays qui vont du Maroc à la Turquie. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Accueillir 2,5 millions de Maghrébins ou de Machrécains, de Proches orientaux, sur une période de 25 ans, c'est ridicule. Et l'Europe a tout à fait intérêt à les accueillir, sans compter que faciliter les liens notamment migratoires, entre les deux rives de la Méditerranée, est un moyen d'une efficacité redoutable pour lutter contre le conflit des civilisations. J'ai moi-même écrit un livre avec Emmanuel Todd qui s'appelle « Le rendez-vous des civilisations », où précisément nous préconisions la migration comme un moyen de recréer des liens tenaces entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. Merci. Alors, pour répondre quand même à la problématique qui suit celle-ci, d'accord, c'est une chance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui et qui n'existe pas sur cette rive nord de la Méditerranée pour que les choses se passent de façon plus apaisée? Ou comment on loge ces gens, on forme cette population, on l'accueille? Oui, alors il n'y a pas de réponse univoque à votre question. Chaque pays a son expérience et l'idéal serait que les pays européens profitent des expériences réussies de part et d'autre. Par exemple, vous avez en Suède, en Finlande, des modèles extrêmement réussis d'intégration des immigrés sur le plan du logement, sur le plan du travail, sur le plan de l'éducation, pas seulement des enfants et des adultes. On devrait s'inspirer de ces exemples scandinaves ou d'Europe du Nord qui sont tout à fait réussis. Vous avez l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est quand même extraordinaire. Ils ont accueilli un peu plus d'1 million de migrants syriens. Et globalement, ça se passe bien. La France n'en a accueilli qu'une vingtaine de milliers, malheureusement. Et ceci n'est peut-être pas à son honneur. Mais je pense que l'expérience de l'Allemagne aussi pourrait être très profitable pour faciliter les choses pour les migrants.
Maintenant, les pays de la rive sud de la Méditerranée devraient profiter de leur expérience aussi. Je sais bien que l'Algérie est fâchée avec le Maroc. Je sais bien que la Libye et la Tunisie, ça ne va pas très bien. Que la Libye et l'Égypte non plus, ça ne va pas très bien. La Syrie et le Liban, n'en parlons pas. La relation n'est pas du tout au beau fixe. Mais il faudrait pouvoir profiter des expériences des uns des autres pour pouvoir prévoir une politique démographique, une politique migratoire qui soit une opération win-win, qui soit une opération gagnante pour tous. Et à mon avis, c'est tout à fait faisable dans la mesure où il n'y a pas d'invasion démographique. Il y a des chiffres qui sont tout à fait gérables de manière sereine dans les 20 ou 30 prochaines années. En plus, il faudrait aussi tenir compte d'un facteur très certain, c'est que les migrants ont eux-mêmes été un agent de changement culturel dans les pays de départ. Si l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, est entrée beaucoup plus tôt dans la transition démographique que l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, c'est en grande partie grâce à l'intercession des émigrés. Les migrés maghrébins, tout analphabètes qu'ils soient, qui allaient en Europe dans les années 50 et 60, est devenu un passeur de culture. Il a été imprégné parfois à son insu de cette culture européenne, notamment pour les questions démographiques, pour le statut de la femme, pour l'éducation des filles. Et les études de terrain que nous avons menées au Maroc montrent que les villages du Rif ou du Souss, qui avaient des émigrés en France ou en Hollande, avaient un développement culturel, avaient une évolution démographique beaucoup plus sereine que celle des régions où il n'y avait pas d'émigrés à l'étranger. Il faudrait donc réfléchir à cette ressource unique qui a pu représenter la migration. Bien sûr, aujourd'hui, depuis la fin des 30 Glorieuses, depuis la crise des subprimes en 2008, il y a déjà 10 ans, les choses ont beaucoup changé et les relations se sont beaucoup tendues. Et, à mon avis, la recrudescence de l'islamisme en Europe, les phénomènes de type Daesh, Al-Qaïda et le fait qu'ils accueillent aujourd'hui des Maghrébins dans leur rang est en grande partie aux grandes difficultés économiques qu'a subies l'Europe. Mais j'espère, et tout indique qu'actuellement la France en tout cas, est en train de se sortir de cette mauvaise passe. Manal Nader. Oui. Je ne sais pas si c'est bien de faire l'équivalence entre l'immigration illégale, parce que je pense qu'on parle plus d'immigration illégale que de la migration légale, avec aussi les problèmes de réfugiés à cause des conflits qui arrivent. Si je donne l'exemple du Liban, par exemple, on a 500 000 à peu près Palestiniens comme réfugiés. Ils ne font pas beaucoup de problèmes. On est une population de 4 millions. Avec le problème syrien, on a eu un flux de plus que 2 millions à peu près de Syriens. Alors maintenant, je ne sais pas les chiffres, je pense que monsieur peut nous les dire, mais on a plus que 40% de la population libanaise aujourd'hui qui sont des réfugiés. Alors, je ne sais pas comment on peut vraiment, avec un pays qui n'a pas de ressources, avec un pays qui a un gouvernement quasi absent, avec tous les problèmes qu'on a. Et en partage, ce qui m'a fait rigoler, c'est que quand on est arrivé ici, c'est la Costa Brava, je pense, non? Ils disent Costa Brava. Tandis que chez nous, la Costa Brava, c'est un dépotoir qu'on a jeté en mer il y a 2 ans. Alors, et ces problèmes de déchets, ces problèmes de pression, toutes ces choses ajoutent, si vous voulez, à un problème démographique, à un conflit interne. On a commencé avec les conflits internes entre les Syriens et les Libanais, tandis que les familles syriennes et libanaises sont intégrées ensemble depuis je ne sais pas combien. J'ai dans ma famille, ma tante est mariée à un Syrien. Ce n'est pas un problème de nationalité, ce n'est pas un problème d'identité. C'est plus un problème de comment pouvons-nous, disons, absorber la période que
ces réfugiés vont être au Liban. Et on a vu ce qui est arrivé il y a, je pense, 2 ou 3 semaines en Belgique avec la grande réunion pour les réfugiés syriens, où l'Europe a demandé au Liban, où on a des problèmes économiques, des problèmes logiciels, des problèmes d'infrastructure, de tout ça, de travailler sur l'intégration des Syriens dans la communauté et dans, si vous voulez, au niveau du travail. Tandis qu'on a 35% de chômage au niveau des Libanais. Il y a des Européens qui disent, si on veut vous donner de l'aide pour les Syriens, alors ce que vous devez faire, c'est les intégrer dans la population elle-même. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment accepter à ce moment, pas parce qu'ils sont syriens, ça aurait été la même chose s'ils sont d'autres nationalités. C'est à ce niveau qu'on est en train de penser, si vous voulez, au Liban, parce que si la moitié de notre population n'est pas libanaise, et on passe nos appartements, nos boulots, tout ça à d'autres, qu'est-ce qu'on va faire avec notre population? Qu'est-ce qu'on va faire avec nos jeunes qui sont en train de quitter? Nous, on dit que les jeunes du Liban qui finissent l'université sont un projet d'immigration. C'est-à-dire, ils passent en Europe, ils passent en Australie, ils essayent de passer aux États-Unis. Et comme c'était déjà dit, on a un brain drain, c'est-à-dire quelque chose que les gens qui restent au Liban, ce sont les gens qui ne peuvent pas immigrer. Et ça, c'est à cause de la politique au niveau de la Méditerranée, qu'on peut discuter, si vous voulez, un peu après. Maintenant, si vous voulez. Alors, comme je disais, par exemple, je ne sais pas comment la communauté européenne, par exemple, ou les pays européens et d'autres pays autour de la Méditerranée peuvent accepter qu'on a créé 2 dépotoirs en mer. C'est-à-dire, on jette tous nos déchets en mer aujourd'hui. Ils passent avec les courants, on détruit tout ce qui est... la pollution augmente. Et quand on a, nous, un grand groupe, on a fait, si vous voulez... on a parlé avec la communauté européenne, et je vais le dire. L'idée, c'était si on met beaucoup de pression sur le gouvernement libanais de ne pas traiter ces déchets de cette façon, de la façon dont ils veulent, ils vont ouvrir les frontières pour que les réfugiés syriens commencent à passer en Europe. Et l'Europe ne veut pas que les réfugiés passent chez eux. Alors, ils ont, comment on dit, a blind eye, c'est-à-dire ils ont fermé les yeux sur ce grand problème comme les déchets en mer, pour ne pas avoir des problèmes politiques. Alors, on a besoin un peu plus de ethical approach, quelque chose de plus éthique par rapport à la Méditerranée elle-même, et pour dire que, OK, on a un problème de réfugiés, on a un problème de, si vous voulez, des conflits et tout ça. Ça fait quoi, 10 000 ans qu'on a ça en Méditerranée, c'est pas la première fois. Mais il faut vraiment dire que la côte ne peut pas être abusée à cause de la politique. Mais on est en train d'abuser la plupart de la côte, on est en train de détruire la Méditerranée. Par exemple, on a le Horizon 2020, Horizon 2020, qui était dépollution de la Méditerranée. On est où dans ça? 2 ans avant le 2020, on a jeté tous nos déchets en mer. Sans traitement. Ce n'est pas qu'on a traité quelque chose, on les prend et on les met en mer. La même chose arrive avec l'aide, si vous voulez, ou le financement pour l'infrastructure. Maintenant, ça fait combien? Depuis 2011, je pense, le problème syrien. On n'a pas augmenté l'infrastructure. Les Européens ne nous ont pas aidés, si vous voulez. Ou les pays de la Méditerranée, ne disons pas seulement les Européens, mais parce que peut-être la communauté européenne est la plus riche, disons. On n'a pas fait d'avancement dans l'infrastructure. On n'a rien fait de ça. C'était toujours donnez-leur de l'argent, mettez-les dans les écoles après-midi parce que le programme libanais est différent des programmes syriens. On fait tout en français, en anglais, seulement quelque chose en arabe. Tandis que les Syriens étudient tous les maths, les sciences, ils les étudient en arabe. Alors il y avait ce problème d'éducation aussi. Et comment est-ce qu'on va les faire entrer dans si vous voulez, le travail ou pour travailler si nous-mêmes, on a un chômage de plus de 30%. Youssef Korbech, cette problématique que vient d'évoquer Manal Dader, c'est la même qui se pose dans pas mal de pays européens où on a donc des taux de chômage déjà qui sont importants et une pauvreté d'un certain niveau de la population. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, que peut faire ce bassin méditerranéen pour essayer de trouver des solutions? À mon avis, il faut régler les grands problèmes politiques et on les a négligés. Il ne faut pas voir les choses uniquement par le petit bout de la lorgnette.
Après tout, la démographie, l'écologie ne sont qu'un byproduct, qu'un sous-produit des problèmes politiques qui se posent en amont. Le premier, et mon ami et collègue vient de l'évoquer, c'est celui des réfugiés syriens au Liban. Il y a à la base un problème beaucoup plus sérieux, c'est le régime syrien qui, pour des raisons démographiques, qui est un pouvoir de minoritaire qui impose sa loi à des majorités de sa population, veut se débarrasser du trop-plein, des va-nu-pieds, des indésirables, qui sont en gros la population arabe sunnite. Et ce sont les 1,5 million à 2 millions de réfugiés syriens au Liban, sont en très grande majorité des sunnites arabes, à distinguer des sunnites kurdes. Et le régime syrien ne va pas changer d'avis. À mon avis, il a déjà une politique de population bien placée. Il est en train d'entreprendre des mesures d'annulation des cartes d'identité, des passeports, pour créer cette population de Syriens à l'étranger dont on ne veut plus entendre parler. Et le Liban est en train de payer les pots cassés, évidemment à une échelle beaucoup plus grande que la Turquie et la Jordanie, qui ont des populations autochtones, disons, plus nombreuses. Et donc, une des grandes responsabilités, et c'est une responsabilité européenne, c'est d'avoir laissé ce régime prospérer. Il y a eu plusieurs occasions pour lui casser les ailes qui n'ont pas été faites. Il y en a eu en 2011, il y en a eu en 2013, et aujourd'hui, le régime est bien parti pour durer. Et je pense que malheureusement, le Liban va continuer à payer les pots cassés de cet état de fait. Un deuxième problème aussi, 2 secondes seulement, c'est celui des Palestiniens. Les Palestiniens aujourd'hui se sentent menacés de transfert, d'expulsion massive. Ils sentent qu'Israël veut conquérir et annexer la Cisjordanie et provoquer le départ d'1 million à 2 millions de Palestiniens à l'étranger, lesquels vont se destiner prioritairement vers l'Europe. C'est aussi un autre problème dont la genèse est de nature politique. Merci. Fernando de Voliens, les freins, je voudrais qu'on dise un mot des freins réglementaires et législatifs à cette problématique des migrations. Oui, comme je vous ai dit avant, je crois que le plus important, c'est avoir des solutions politiques, législatives. C'est-à-dire, on doit réfléchir un peu, on doit penser dans le futur. À l'année 2050, peut-être la population ce sera à peu près 9 500 millions d'habitants, 10 000 millions d'habitants, avec une tasse de migration d'à peu près 400 millions de personnes. Donc, c'est une situation qu'on doit bien gérer, parce que sinon le futur sera insoutenable. C'est-à-dire, les pays doivent gérer des législations internes, des législations entre les autres pays. Et on est en train de discuter concernant le nord de l'Europe, et aussi une législation qui doit être présente aussi, ou qui doit faire des conventions avec les pays du sud de l'Europe. On doit penser aussi que dans l'année 2050, à peu près les 70% de la population il va habiter dans les grandes villes. Mais ça nous permettra d'avoir des opportunités dans les petites et moyennes villes. Et étant donné qu'on est ici avec l'association Cobati, je crois que c'est une bonne chose pour nous. C'est-à-dire il y aura des opportunités concernant les développements durables avec l'économie circulaire, que toujours on est en train de parler de ça, pour améliorer les logements, pour faire d'infrastructures, parce qu'on aura beaucoup de personnes qui viennent vers nous. Donc, on doit régler ça, on doit gérer toutes les personnes qui vont venir, on doit les donner du travail. Et aussi, c'est important, comme je vous ai dit, une loi qui va nous permettre d'accueillir tous les migrants, de donner du travail, de les intégrer avec nous,
et aussi pour les entreprises. Toujours je parle de la coopération publique-privée. On aura une bonne opportunité pour se développer dans les domaines de la construction, des infrastructures, parce qu'il faudra faire ça. On a parlé avant on a parlé de l'eau, de la qualité de l'eau côtière et tout ça, donc c'est ça important. C'est-à-dire, on veut avoir une Méditerranée propre, une Méditerranée sans pollution, et ce sera des opportunités pour tous les pays et aussi pour toutes les entreprises ou toutes les associations, on va dire comme Covati, qui sont bien placées et qui a comme but l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Alors, on se dirige vers la fin de cette table ronde. Je souhaiterais un petit mot de conclusion que je vais vous présenter de la part de chacun de la façon suivante. Les dernières études sur la prospective de cette Méditerranée en 2050 parlent du renforcement du transit, de l'écomonde, l'économie monde, avec des impacts donc aigus sur cette Méditerranée, que ce soit en termes de pollution, on en a parlé, de biodiversité, on l'a évoqué hier, d'artificialisation des côtes, une augmentation donc de la pression énergétique, alimentaire, de l'urbanisation, qui va augmenter la pression sur l'environnement, la pression sur la ressource en eau. Et il y a deux scénarios qui semblent se présenter. Un scénario plutôt pessimiste, scénario de crise, qui dit qu'il va y avoir donc une marginalisation des pays méditerranéens qui seront d'une part pour le nord fragilisés par des dettes et pour le sud fragilisés par des transitions politiques, on l'a dit, catastrophiques. Et dans ce cadre-là, sur ce scénario catastrophique, l'euro-méditerranée ne progresse pas et même est en déclin. Deuxième situation, un scénario beaucoup plus positif, un scénario de convergence en Méditerranée, sous réserve d'actions très volontaristes et partagées par tous les pays riverains. Dans ce cadre-là, avec une redistribution géographique de la production, une valorisation des complémentarités, un partage aussi des valeurs ajoutées, vous l'avez évoqué, on va se rapprocher d'une Méditerranée qui va avoir des liens non seulement fondés sur des intérêts économiques, mais aussi sur un partage, une communauté de valeurs. Un mot de conclusion sur le scénario vers lequel vous vous dirigez, ou ce qu'il faudrait pour se diriger vers un scénario plutôt optimiste. Danilo. Je vais commencer. Moi, je suis toujours optimiste. Ça, je crois que vous l'avez compris, je suis solaire, optimiste, mais avec les pieds par terre. Les pieds par terre parce qu'on peut être optimiste et rêver. J'aime rêver, mais j'aime aussi réfléchir. Combien de fois j'ai réfléchi la nuit aussi, comme tous vous. Moi, je suis optimiste parce que je crois qu'on a touché les fonds des échanges culturels et économiques dans la Méditerranée. Cette année, on est arrivé au fond. C'est-à-dire, vous savez, quand on parle de l'économie, ils sont des chiffres. Les commerces entre pays méditerranéens représentent 180 milliards d'euros. C'est rien. On travaille beaucoup plus entre les pays méditerranéens européens et le nord de l'Europe et l'Amérique qu'entre pays méditerranéens. Et l'histoire de nos pays, de nos côtes, c'était une histoire d'échange. C'était Venise, c'était Gênes, c'était le Liban, c'était l'Espagne. C'était une histoire d'échange économique. Et l'économie est toujours aussi la culture. Vous savez, les Italiens arrivaient avec la commedia dell'arte en France, et après, derrière, il y avait les commerçants italiens. La culture est toujours liée à l'économique, la connaissance de l'autre. Et l'économie, aujourd'hui, c'est basique. Il y a une envie déjà des entreprises de travailler maintenant entre pays méditerranéens. On ne le fait pas parce qu'il y a des gros problèmes, quelquefois, au niveau de la bureaucratie, surtout de l'autre côté méditerranéen. Admettons, on a envie de travailler avec l'Algérie, par exemple, dans les bâtiments. On sait très bien les problèmes qu'on peut avoir. Les contrats sont très longs, on n'arrive jamais à signer avec la personne juste quelquefois. L'État, les départements, les gouvernements sont trop présents pour les chefs d'entreprise européens. Les Liban, les douanes, c'est très fort. Excusez-moi, la corruption dans les douanes aussi. Alors, on ne sait jamais combien mon produit va être vendu en Liban. Alors, toutes ces choses-là, et c'est comme ça malheureusement, on peut bloquer l'économie entre le nord de la Méditerranée et le sud de la Méditerranée. Pas pour d'autres raisons, parce qu'on a grande envie de travailler. Si vous allez à Alger, à la foire du bâtiment, vous trouvez pas mal de sociétés françaises et italiennes. Mais après, en réalité, ils ne vont pas signer trop de contrats parce qu'après, ils ont des problèmes. Il y a une grande envie.
les problèmes de l'eau, par exemple. C'est un marché énorme, l'irrigation. C'est un marché énorme, l'agriculture dans tous ces pays. La formation de l'agriculture, les machines agricoles, c'est énorme. On a beaucoup de choses à faire et on ne les fait pas. On ne les fait pas parce qu'on a peur. Et parce que nos gouvernements, tous, ont peur quelquefois de commencer à parler clair, travailler ensemble. Parce qu'on a toujours ce fantôme de l'envahissement. On est toujours envahi, hein? On a toujours cette peur. Aujourd'hui, on doit être optimiste parce que c'est chez nous. C'est-à-dire que c'est le côté sud de la Méditerranée, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et le Liban, Israël, la Turquie, ils vont mal. Nous, on va très mal. L'Espagne, l'Italie, la France, la Grèce, on est dans les mêmes, et j'adore dire ça, Mare Nostrum. On est le même lac. On est la même famille avec des différences énormes. C'est pour ça que je crois énormément à l'économie, en échange économique. Fernando Novoliens, ces deux scénarios, Ouais, pour moi, c'est clair, c'est le scénario le plus optimiste. Mais pourquoi? Parce qu'on habite dans ces petites, on va dire petites, avec 2,5 millions de kilomètres carrés, que c'est la Méditerranée, avec 46 000 kilomètres de littoral, et avec tous les, comment on va dire, on doit avoir des pays propres. Et surtout, je suis optimiste parce que 10 siècles, le siècle 21, c'est le siècle, comme on m'a dit, de l'eau, c'est-à-dire pour l'année 2050, il aura des besoins d'une augmentation dans les besoins de 50% à peu près de l'eau et aussi de l'énergie, des besoins d'énergie et à peu près 60% de l'alimentation. Et je suis optimiste parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est-à-dire de plus en plus, c'est vrai que les gouvernements de l'Europe, peut-être ils ne sont pas très sensibles, mais c'est aussi les 10 siècles, c'est le siècle de la population, c'est-à-dire les habitants des pays, ce sont les habitants qui demandent à les gouvernements d'être plus sensibles avec les domaines de la migration. Pour moi, c'est le siècle aussi de la dignité, c'est-à-dire n'importe que vous soyez dans le nord de l'Europe ou le sud de l'Europe, on va dire, dans l'Afrique. Mais je crois qu'il aura avoir des opportunités pour toutes les personnes qui viennent. Et ça, c'est une chose de dignité humaine. Donc, moi, je suis optimiste parce que aussi avec la migration, il y a pas mal d'opportunités, comme je vous ai raconté avant, pour faire crescer les pays du Nord, bien sûr, les pays du Sud. Et je crois que tout ensemble, on peut profiter de partager ce type de richesses économiques, et culturelles et environnementales. Merci Manal Lader. Scénario. Scénario. Comme je suis libanais, je suis au milieu. Alors, je ne peux pas être ni pragmatique, je ne peux pas être ni positif, ni catastrophique, disons. Mais je pense que je suis plus optimiste parce qu'on est en train de travailler, on est en train d'essayer de changer les choses. Et je pense que ça, c'est une qualité humaine que tout le monde en a, mais ça dépend comment on va l'utiliser. Je pense que la chose la plus importante, c'est de changer la façon dont on est en train de gérer les choses. Plus spécifiquement, la façon dont on est en train de collaborer avec l'Europe, disons, d'une façon ou d'une autre. On trouve que la plupart du temps, la communauté européenne, au niveau économique, elle aide les pays sans des limites. C'est-à-dire, ils leur disent, on va vous donner cet argent, on veut que vous faites ça. Mais après, s'il y a la corruption, s'il y a, si vous voulez, des vols de l'argent, tout ça, ils ne font rien. Ils continuent à donner d'une façon de dire que, OK, si on donne de l'argent, le problème va disparaître. Ils ont fait ça il y a 20-30 ans. On trouve aujourd'hui que le problème n'a pas disparu, il est toujours là. Alors, je pense qu'on doit vraiment travailler, et ici, il y a Kobati, que je peux conclure avec ça, pour tout le monde de commencer à travailler sur un changement de paradigme, disons, un changement de la façon dont on est en train de travailler avec les ressources naturelles,
avec ce qu'on a, avec les gens, avec les peuples, avec les réfugiés. Il doit y avoir un autre... l'approche doit changer, parce que cette approche qui a commencé en 78, 89, même plus, en 69 avec le problème palestinien, est toujours le même. C'est-à-dire, on met des gens qui sont des réfugiés et on pense que seulement si on verse de l'argent, le problème va disparaître. On est comme des Autriches qu'on est en train de mettre la tête dans le sable. On doit changer cette façon et même les ingénieurs, je m'excuse, et les architectes et tout ça doivent commencer aussi à respecter plus l'écologie ou le balance écosystémique. Si on ne fait pas ça, on va vraiment avoir des problèmes dans le futur. C'est pour ça que je dis que je suis dans la zone grise. Je ne suis pas aussi optimiste que mes collègues. C'est toujours bien d'avoir de l'optimisme, mais aussi il faut être pragmatique. Ce qu'on voit dès que, des années 80, on commençait avec les mouvements environnementaux, disons. L'environnement est devenu plus pire. C'est pas que c'est devenu mieux. Et ça va redevenir de plus en plus pire avec l'explosion démographique, avec les conflits entre les pays et tout ça. Alors, je ne sais pas si Kobati peut être, comme on dit en arabe, ras al-harb, c'est-à-dire la pointe de l'épée ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'on verra dans la table ronde suivante, justement. Ah, d'accord. Alors, j'espère que... Regardez mon collègue au Liban, le Kobatien, il dit, voilà, c'est le travail pour lui. Mais... c'est-à-dire de commencer, si vous voulez, une certaine sensibilisation au niveau de la génie elle-même. Comment gérer les choses, comment construire, bâtir, sans détruire. Ça, c'est le plus important. Quand on dit qu'on a 8,3 millions de mètres carrés en mer, des remblais en mer, ça, ce n'est pas les gens qui l'ont fait. Les plans étaient faits par des ingénieurs qui ont donné des conseils qui n'étaient pas des conseils qui ont pris en considération l'équilibre écosystémique. C'est tout. Et ça doit changer au niveau de l'éducation, au niveau de la façon dont on gère les choses. Les gouvernements aussi doivent changer. Alors, je m'excuse, mais je ne suis pas ni là encore. Okay, en milieu. Merci. Youssef Korbej. Ni l'un ni l'autre, je serais plutôt pessimiste. C'est-à-dire que si on prend les données endogènes à la région, en rive nord et sud de la Méditerranée, je pense qu'on est plutôt dans l'optimisme. Si on nous laissait faire les choses, mais malheureusement, aujourd'hui, les décisions politiques qui déterminent tout le reste ne nous appartiennent plus, ni dans la rive nord, ni dans la rive sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, les décideurs se trouvent à Washington, se trouvent à Tel Aviv, se trouvent à Riyad, se trouvent à Bahreïn, et les uns étant les exécutants des basses œuvres des autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos données économiques, démographiques, les mouvements de population, les phénomènes de réfugiés ne dépendent plus de nous. Il suffit d'une décision pour, par exemple, décider d'envahir le Liban, comme ça a été fait en 2006, mais dans une envergure qui ramènerait, selon l'expression du principal concerné, le Liban, non pas à l'âge de la pierre, mais à l'âge du néolithique. C'est vous dire donc qu'aujourd'hui, c'est un peu surréaliste de parler de questions écologiques, sachant que nous vivons au-dessous d'un volcan actuellement. Par conséquent, je serais plutôt enclin de ce point de vue-là géopolitique au pessimisme, mais j'espère pouvoir me tromper. Merci. Merci beaucoup à tous les quatre. Levez-vous, je vous en prie. Merci à nos quatre intervenants qui ont ouvert nos perspectives sur cette Méditerranée au-delà des rives françaises. Je vous propose de faire une petite pause et de se retrouver d'ici une vingtaine de minutes pour notre dernière table ronde.